Hello, bonjour. Prenons place. Take a seat. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Merci. Merci à tous d'être venus. Bienvenue à cette rencontre pour reconnaître et célébrer les actions communautaires mettant en leur centre les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest et centrale. Nous sommes dans de la société civile pourrait être menacée de disparaître cette année par manque de soutien. Il est donc important que nous rappelions les efforts et les actions mises en place dans nos communautés par les femmes et par les filles dans la santé et l'autonomisation pour répondre à ces questions pressantes. Comment assurer un meilleur accès aux soins de santé pour les femmes et les filles? Quels sont les moyens les plus efficaces d'engager le plaidoyer avec les parties prenantes, notamment les bailleurs et les gouvernements, pour l'intégration des besoins spécifiques des femmes au sein des politiques et des projets de développement? Pour discuter de ces questions, joignez-vous à moi pour accueillir nos panélistes aujourd'hui. Suzanne Kassédé, qui est la directrice régionale ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, qui viendra nous parler des efforts de ONU-SIDA dans cette direction et spécifiquement de l'initiative Éducation Plus. J'appelle aussi Madame Julie Chilombo, qui est la présidente du Country Coordination Mechanism du Fonds mondial pour la RDC. Je demande au pupitre Astou Fall, qui est la directrice des programmes à Speak Up Africa et qui viendra nous parler de l'initiative Voix essentielles. Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir cette conversation sans avoir aussi la voix des femmes directement impliquées au niveau communautaire. Donc, je demande à Wopa Diallo, présidente de l'ONG AMFE du Sénégal, de nous rejoindre ici. Elle est aussi ambassadrice de l'initiative Éducation Plus. Et pour finir, je demande à Josiane Kwame, présidente fondatrice de l'ONG New Weta en Côte d'Ivoire, de nous joindre aussi pour commencer ce panel. Mon nom est Christiane Yelibi, je suis la coordinatrice du projet Voix essentielles. Je serai la modératrice pour notre discussion. Alors, nous allons commencer de manière assez light. Je pense qu'un petit tour de table pour connaître nos participantes s'impose. Donc, je vais donner la parole à Madame Kassédé d'ouvrir la marche par rapport aux présentations. Allez-y, Suzanne. Allô? Ok, parfait. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Dr Suzanne Kassédé et je suis la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'ONU-SIDA. J'ai l'honneur de représenter ici sur le panel Madame Winnie Byanyima, qui avait été invitée à partager avec vous. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je suis également très contente de participer à cette session en tant que panéliste. Je suis Madame Julie Chilombo de la RDC, donc présidente de l'instance de coordination nationale qui coordonne donc les subventions du Fonds mondial pour les 3 maladies VIH, tuberculose et palu. Voilà, donc CCM RDC. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine à ECASA. Nous sommes à la fin. Je me nomme Dr Astou Fall. Je suis la directrice des programmes à Speak Up Africa, qui est une organisation travaillant sur le plaidoyer sur la santé publique et sur l'assainissement. Merci.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Wopa Diallo, je suis juriste et spécialisée en droits humains, genre et éducation. Je suis également la fondatrice et la directrice exécutive de AMFE Sénégal. Je suis Voix Essentielle. Je suis ambassadrice de Éducation Plus, jeune femme leader. Merci. Allô? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dame Kwame Josiane. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis présidente fondatrice de l'ONG NUETA, qui est dirigée par les femmes pour soutenir les femmes vivant et les jeunes vivant avec le VIH-Sida. Et je suis très contente d'être vous avec ce matin. Fantastique. Merci à vous. Alors, le choix des initiatives présentes ici n'est pas anodin. On a deux initiatives, Voix Essentielles et Éducation Plus, qui toutes les deux se focalisent sur les femmes et les filles et la question de l'éducation, la santé, de l'amélioration de l'accès à la santé. Ces deux organisations et ces deux initiatives ont été lancées, elles deux, en 2021. Hein? Donc, c'est vraiment un point pivot maintenant de capitalisation. Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les résultats et les impacts qui ont été observés? Et donc, ça nous permet en fait de pouvoir avoir la vision micro et macro, un peu, voilà. Et aussi d'avoir des représentants des différents bailleurs qui ont aussi un bon aperçu des défis qui restent encore à relever. Alors, ma première question va se tourner vers Madame Kassédé, qui est avec UNAIDS à la tête vraiment de l'initiative Éducation Plus. Éducation Plus, c'est une initiative qui est le fruit de la collaboration entre 5 agences des Nations Unies. C'est vraiment un travail colossal. Et le plan, c'était vraiment de considérer l'éducation comme le vaccin social. Vous voyez, c'est vraiment par le biais de l'éducation qu'on arrive vraiment à résoudre beaucoup des maux de la société. Donc moi, je voudrais savoir, Madame Kassédé, quels sont les progrès que vous avez constatés depuis le lancement de l'initiative Éducation Plus et surtout aussi l'implication des gouvernements par rapport à ce type d'initiative. Merci. Merci encore une fois, Madame, et merci encore à tout le monde d'être ici. Vous allez me permettre de présenter la communication de Madame Bianyima en anglais, mais je voulais commencer déjà par dire que si nous sommes ici, chacune est ici à cause de l'éducation. L'éducation d'une femme, une femme qui a pris des choix et qui a assuré l'éducation, l'accès aux soins et vraiment le soutien pour le développement de chacun d'entre nous. Donc, déjà, nous sommes les témoins de l'impact et l'importance de l'éducation. Donc, Education Plus, it has brought together multiple UN entities to support the idea of education as a social vaccine to make a difference for families, for communities, for countries. We've seen a lot of progress in different countries, but let me share, first of all, some of the statistics that remind us why education is so critical for development in Africa and for ending the HIV epidemic. Every week, nearly 3,300 young girls and women between the ages of 15 to 24 are infected with HIV. Every week, in 7 days, 3,300. And girls and young women acquire HIV at 3 times a higher rate than young men and boys. Our girls are at extremely high risk. And it's unacceptable because every HIV infection is preventable. If girls have the right information, if girls are empowered, if girls have access to services, if girls are protected, they can stay HIV free. During the opening session of this conference, Madame Bianyima reminded us that preventing HIV, ending HIV as a threat is a choice. It is a choice. So she invited us to make the choice to end HIV. So she invited us again to make the choice to protect our girls, to protect our women, our families, our communities, our nations. And Education Plus tries to do exactly that. When a girl completes secondary education, the risk of HIV infection is reduced
up to 87%. 87%. And yet millions of girls every year are denied the opportunity to stay in school, to complete their education, to develop their schools and stay alive. What we need to do is in line with commitments made by multiple African member states to address gender inequality, to end stigma and discrimination that fuel HIV in Africa and that devastates the lives of girls and young women. We're making progress in 16 countries. Next week, Ghana will join and become the 17th country in the Education Plus partnership, but we're not moving fast enough. UNICEF, UNFPA, UN Women, UNESCO, and UNAIDS are working together to ensure a comprehensive support to every member state for a holistic approach to protect girls, to keep them in school, to keep them informed, and to keep them safe. They have drawn agreements to ensure free access to secondary education, violence-free school environments, comprehensive sexuality education within the education curriculum, access to sexual and reproductive health and rights, and then support for effective transition into the workplace through skills for every girl. Multiple regional commitments have been signed in West and Central Africa, in East and Southern Africa, and by the African Union to have this multi-sectoral support. At the global level, the Commission on the Status of Women, Resolution 60/2 on women and the girl child has been signed in March 2023. We have endorsed at the PCB for UNAIDS an initiative to ensure support for Education Plus, and the UN Secretary General has signed at the Education Summit a gender equality platform. So altogether, we have the political support, we have communities engaged and aligned around protecting girls, keeping girls in school to end HIV, but more needs to be done. Thank you. Très bien, merci Suzanne. Je pense qu'on peut rappeler un peu les statistiques qu'elle a partagées. Elle a dit chaque semaine, il y a 3300 jeunes filles qui sont infectées par le VIH, ce qui est vraiment trop. Et qu'ils ont observé que les jeunes filles qui finissent l'école secondaire ont 87% de moins de contracter la maladie. Donc l'éducation est vraiment le point pivot qui peut faire la différence dans l'approche. Elle rapproche que le Ghana va se joindre comme pays champion à Éducation Plus et ça va mener à 17 le nombre de pays qui ont adopté ce modèle d'intervention. Donc c'est vraiment fantastique. Alors on va se tourner vers un autre contexte, la RDC, avec notre CCM RDC qui est ici. Peut-être qu'elle peut nous donner un peu un aperçu des défis en RDC par rapport à la question de l'intégration de la santé et de l'éducation dans la prévention du VIH. Je sais que Suzanne a parlé d'intégrer l'éducation sexuelle à l'intérieur des curriculums éducatifs. Donc peut-être que la CCM peut nous informer un peu du statut en RDC. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans le même sens que ça a été souligné, donc, une première barrière serait la faible collaboration institutionnelle entre les ministères de l'Éducation et de la Santé. Et naturellement, l'absence donc de l'intégration dans le curriculum de tous les aspects d'éducation sexuelle, ou soit ça n'existe pas dans certains programmes, ou soit c'est faiblement mis en valeur. Donc, ça, c'est une très, très grosse barrière, donc, par rapport au rôle des femmes et naturellement le faible taux d'alphabétisation des femmes et des jeunes filles ou leur faible accès à l'éducation pose aussi problème. Alors, nous avons des barrières qui sont beaucoup plus logistiques. C'est l'enclavement de la RDC et en RDC qui fait que certaines zones sont difficiles d'atteinte et donc les programmes ne parviennent pas jusque dans certaines couches de population. Alors, barrière culturelle, naturellement, le VIH, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est généralement tabou. Déjà que la femme ou la jeune fille est
assez faiblement représentée dans les instances de décision, mais sa voix est très peu entendue et naturellement, culturellement, il y a cette stigmatisation et aussi la peur même d'évoquer le sujet. C'est un sujet qui peut, comme c'est une tendance sexuelle, c'est un sujet qui est aussi beaucoup plus tabou. Donc ça serait vraiment les barrières principales par rapport à la valorisation du rôle de la jeune femme ou de la jeune fille pour le VIH. Très bien. Merci beaucoup, Madame Chilombo. Vous avez parlé des barrières, vous avez parlé de l'intégration dans les instances et tout ça. Je pense que ça, c'est, pour ceux qui sont familiers avec le projet Voix essentielles, c'est vraiment un des objectifs même du projet. On ne peut pas avoir de décision pour les femmes si elles-mêmes ne font pas partie du process, n'est-ce pas? Donc, on va donner la parole à Speak Up Africa avec la directrice des programmes, Astoufal, qui va nous présenter un peu l'approche de Speak Up Africa en général et particulièrement quels sont les résultats qui sont attendus à travers l'initiative Voix essentielles qui a un focus aussi sur les femmes et les filles dans leur intégration dans les politiques de santé. Merci, Christiane. C'est un plaisir pour moi de partager comment travaille Speak Up Africa, mais particulièrement sur cette question où le leadership féminin et l'implication des femmes dans les politiques publiques, quelles qu'elles soient, sanitaires, éducationnelles, reste importante. Je prendrai déjà en exemple le modèle harmonisé de l'éducation bilingue, qui est une nouvelle réforme qui a été lancée au Sénégal et qui permet, par l'apprentissage à travers les langues nationales, d'acquérir des compétences. Mais pour revenir à la question dont on parlait sur l'éducation à la santé, il est plus aisé de parler à quelqu'un dans sa langue, parce que dans la maladie, il y a une socialisation, il y a une sociabilisation de la maladie qui diffère d'un pays à un autre. Donc, ces enfants qui sont maintenus à l'école parce qu'elles accèdent à l'apprentissage, on en profite pour faire de l'éducation à travers les langues nationales, sont des initiatives à promouvoir. Et Speak Up Africa travaille sur cela par rapport à la priorisation. Il en est une chose de mettre en place des réformes, mais dans la majorité de nos contextes, les réformes ont du mal à être opérationnalisées. On n'a pas l'inscription de ces réformes dans les plans nationaux de développement, aussi bien au niveau national qu'au niveau délocalisé. Le financement ne suit pas, les mesures accompagnatrices ne sont pas là, les compétences techniques pour avancer sur cela ne sont pas souvent disponibles. Donc, pour nous, c'est une question exhaustive qui est globale. Il ne s'agit pas seulement de la santé, mais il s'agit de la centralité de la femme dans les instances publiques décisionnelles. Et c'est là où le projet Voix essentielles, qui a démarré depuis 2021, comme disait Christiane, qui était un pilote, est devenu aujourd'hui un mouvement régional qui travaille. Pourquoi? Parce que où va l'argent finalement? Et à quoi va nous servir l'argent? Quel est l'impact? Et c'est là où je veux attirer notre attention sur les financements catalytiques. Le projet Voix essentielles travaille particulièrement à amener les organisations communautaires à la base qui n'ont peut-être pas certains standards à acquérir à des financements. Et ça les aide à aller au-delà de leur action locale, à amplifier leur voix dans leur communauté et à devenir des acteurs de changement. Et ça aide aussi à institutionnaliser un peu cette inclusion financière qui finalement va leur permettre d'entreprendre. Et dans Voix essentielles, nous avons vu des organisations féminines qui faisaient que de la sensibilisation, qui aujourd'hui développent des mouvements et de l'entrepreneuriat féminin et captent des millions de fonds, des millions d'euros, des millions de dollars, parce qu'elles ont juste été catalysées avec 5 millions de francs CFA, par exemple, ou 1 000 $ ou 10 000 $. Et à partir du moment où on se construit et on est institutionnellement stable, grâce à ce financement catalytique, on peut acquérir à d'autres financements, mais notre leadership est renforcé. Le leadership de ces femmes est renforcé parce qu'elles gagnent en confiance en elles, elles se rendent compte de leur impact et c'est là où il devient intéressant d'intégrer des espaces de décision, comme dans le projet Voix essentielles où on est parti d'une situation où plusieurs femmes travaillaient juste au niveau local, mais maintenant elles sont 37 à être dans des instances où elles peuvent influencer les politiques. Des conseils nationaux de jeunesse, le CCM, le conseil de la jeunesse du Fonds mondial, qui est quand même global, où elles peuvent amplifier les voix des autres femmes. C'en est une chose d'être dans l'instance de décision, mais influencer les décisions devient tout autre chose. Et c'est pour influer les décisions, il faut que ces femmes puissent revenir sur les besoins même de leur communauté. Et elles sont les mieux placées pour les connaître, pour les partager et que les décideurs puissent prendre réellement les actions. Donc, c'est un cycle de plaidoyer où dans la partie identification des besoins,
L'action communautaire devient importante parce que on parle de faits réels et on travaille beaucoup sur le storytelling et sur la production d'évidence. Parce que je pense que quand on décide, quand on élabore des politiques, parfois elles peuvent ne pas être adaptées aux besoins des femmes. Et c'est là où il est important de faire le pont entre les communautés et les décideurs politiques à travers l'intégration dans des cadres publics qui permet aux femmes de s'exprimer, mais surtout d'avoir cette acquisition de la gouvernance sanitaire, de la gouvernance politique pour mieux s'impliquer. Si je prends le VIH, on a vu tout de suite avec Madame Kassédé que c'est une épidémie, c'est une maladie qui se féminise. Quand on prend le paludisme, les femmes sont les plus affectées, notamment les femmes enceintes. Et c'est elles qui s'occupent des 0,5 ans. Et c'est une cible du paludisme. On prend la tuberculose, c'est une maladie qui affecte, en tout cas, on arrive à détecter beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, il y a quelque part une sorte d'exclusion. Mais à quel moment donné est-ce que les femmes sont dans ces instances pour dire comment on peut reach out to them, comment est-ce qu'on peut les capter, et à quel moment donné est-ce qu'elles ont des financements catalytiques pour justement mener des interventions qui permettent à ce que ces femmes qui sont atteintes, leurs besoins soient pris en compte, ne serait-ce que le pouvoir décisionnel, ne serait-ce que le pouvoir financier d'accéder aux services de santé, sont des éléments sur lesquels Voix Essentielle travaille et qui ont permis aujourd'hui vraiment d'avoir un mouvement régional avec près de 100 organisations communautaires dirigées par des femmes qui impactent sur les violences basées sur le genre, qui impactent sur la prise de décision au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et qui renforcent le leadership de ces femmes à travers un programme de mentorat qui est très accentué et qui est géré directement par des mentors issus de différents secteurs. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Astou. Alors, on a parlé d'intégration dans les instances, on a parlé de donner la voix aux femmes, donc je vais faire ça. Je veux maintenant questionner Wopa Diallo, qui, elle, est à la tête d'une organisation qui s'appelle l'Association pour le maintien des filles à l'école. Donc, ouais, le point d'action est déjà dans le titre même. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir aussi comment est-ce que ces jeunes filles elles-mêmes s'autonomisent, créent des systèmes, des solutions pour s'assurer d'avoir accès à l'éducation. Donc, si on peut partager un peu le contenu de vos activités et peut-être aussi des aspects qui incluent cette éducation, la prévention par rapport au VIH. Merci. Alors, je vous remercie pour la question et je vous remercie également pour l'invitation sur ce panel. Alors, moi, je suis la fondatrice de AMFE Sénégal et c'est une organisation que j'ai créée à l'âge de 15 ans. J'interviens au niveau du nord du Sénégal, dans la région de Matam, dans le département de Podor, qui est dans la région de Saint-Louis, mais également une partie de la Mauritanie, parce que je suis au niveau de la frontière, du fleuve. Alors, au sein de AMFE Sénégal, nous constatons chaque jour que les filles et les jeunes femmes ne sont pas seulement que des bénéficiaires. Elles sont également actrices et innovatrices de solutions communautaires. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans déjà, comme il n'y avait pas une accessibilité au niveau des collèges et des lycées, nous devions marcher des kilomètres pour pouvoir accéder à des lycées et des collèges. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les premières solutions que nous avons mises en place, c'est l'hébergement. Nous avons discuté avec les communautés pour voir si ceux qui habitaient dans les environs pouvaient héberger les jeunes filles qui venaient du Djeri et du Dandemayo. Le Djeri, c'est parce que nous sommes des communautés nomades, c'est des communautés peuls qui sont nomades, qui suivent les troupeaux. Donc, on avait besoin que ceux qui sont quand même déplacés puissent continuer les études. Ça a été la première solution que nous avons trouvée, c'est d'héberger les jeunes filles qui habitaient loin pour éviter les agressions sexuelles qui se passaient sur la route, mais également pour éviter toutes les maladies parce que nous sommes dans une zone qui fait 45 degrés et marcher sous le soleil faisait que tout le temps il y avait des saignements de nez, mais il y avait également d'autres maladies qui apparaissaient. Ensuite, il y a eu également d'autres solutions comme les distributions de kits scolaires, mais également d'hygiène menstruelle, de kits d'hygiène menstruelle qui ont été faites à ces jeunes filles-là. Pendant toutes ces périodes-là, il y a eu également des bourses scolaires. Au début, les bourses scolaires, ils se faisaient par parrainage. Ça veut dire que le médecin-chef ou l'ICP, l'infirmier-chef de poste du village, les enseignants, parrainaient des élèves qui étaient en difficulté.
Et cela s'assurait de payer l'inscription de l'élève et les fournitures scolaires parce que c'était tout ce dont on avait besoin. Il n'y avait pas de mensualité. C'était ce système-là que nous avions trouvé. Alors, nous avons établi comme ça jusqu'en 2021. 2021, pour nous, ce n'était pas que le lancement de Voies Essentielles. C'était également une renaissance pour AMFE Sénégal. C'était une opportunité de grandir. Parce que nous n'avions pas, avec tout ce que nous avons réalisé, nous n'avions pas de financement. Je rappelle que nous le faisions avec les communautés. C'était des décisions, c'était des activités, c'était des causeries qui étaient financées par des communautés. En 2021, nous avons pu bénéficier du financement de la première phase de Voies Essentielles. Je pense que c'était à 5 millions. La pertinence de ce financement, c'est que ce n'était pas que de l'argent. C'était également un financement catalyseur qui pouvait renforcer nos capacités à aller mobiliser d'autres ressources, qui pouvait renforcer notre capacité à faire des alliances, mais également des alliés. Les alliances, c'était avec les communautés dans lesquelles nous intervenions. C'est vraiment faire des alliances avec les chefs de village, avec les Badjanogor, avec les relais communautaires, avec le district sanitaire, avec toutes les communautés, avec toutes les parties prenantes. Les alliés, c'est de partir avec les réseaux pour aller en consortium, pour aller chercher des fonds. Et c'est ce qui nous a aidé aujourd'hui à mobiliser plus de 200 millions par an avec d'autres fondations. Et c'est grâce à ce renforcement de capacité que nous avons pu obtenir avec le projet Voies Essentielles. Nous avons également d'autres réponses communautaires comme le plaidoyer, la documentation des violences basées sur le genre, des recommandations que nous faisons également au niveau municipal et au niveau départemental. La dernière activité que nous avons faite dans la phase de Voies Essentielles a été la formation sur la planification et la budgétisation sensible au genre. Cette formation était destinée aux élus locaux de 4 communes de mon département, du département de Matam, pour pouvoir prendre en charge la question et la thématique du genre, des jeunes filles, des femmes, des SSR, de l'éducation des filles dans les budgets des municipales. Parce qu'en fait, quand les 9 compétences ont été transférées, ces questions également ont été transférées aux élus locaux. Donc, effectivement, il fallait prendre en charge cette question-là. Donc, en grosso modo, nous travaillons sur ça et grâce à Voies Essentielles, nous avons su grandir. Merci. Fantastique. Merci, Wopa. Donc, vraiment, il y a les expériences existent déjà au niveau local. Il faut les booster, il faut les amplifier. Il faut autonomiser ces organisations à elles-mêmes pouvoir identifier et maximiser sur les ressources qui sont déjà disponibles. On va se tourner, on a quitté le Sénégal, on va aller vers la Côte d'Ivoire, donc. Et je pense que Josiane va pouvoir vraiment venir nous recentrer autour de la thématique qui nous amène à ICASA, vraiment la gestion des besoins des personnes vivant avec le VIH, les solutions qui sont amenées, développées surtout pour cibler les jeunes. Et donc, Josiane peut nous parler. Son organisation s'appelle Nuweta et est positionnée, je crois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa. Donc, parle-nous un peu de ton expérience. Merci, Christiane. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin pour dire que en communauté, c'est nous qui allons sur le terrain, c'est nous qui vivons avec les personnes vivant avec le VIH. C'est nous qui sommes au quotidien avec eux. Et c'est nous qui savons de quoi ces personnes ont besoin. Dans la communauté, nous recueillons les difficultés pour en faire des plaidoyers. Pourquoi je dis cela? L'ONG Nuweta a été créé depuis 2009 sans fonds. Mais on a toujours soutenu. Si, pendant la rentrée, avant la rentrée, on identifie les jeunes qui vont à l'école, qui auront besoin de kits scolaires, nous faisons ces plaidoyers auprès de certains partenaires qui mettent des kits à nos dispositions. Et en 2009, il y avait PAM aussi qui était avec nous, ceux qui avaient des problèmes alimentaires. On faisait des plaidoyers pour que ces personnes puissent avoir à manger. En prenant les médicaments, il faut se nourrir. Et en 2009, prendre les antirétroviraux sans manger, c'était vraiment compliqué. Donc, on faisait ces plaidoyers à ces personnes, à ces organisations pour nous aider à pouvoir donner des kits alimentaires à ces personnes. Et ces personnes aussi peuvent avoir des maladies opportunistes. Ces maladies opportunistes, comment les traiter? Nous partons, en ce temps, UNFPA était à Daloa. Nous avons fait des plaidoyers auprès de UNFPA qui nous accompagnaient à ceux qui ont des maladies opportunistes pour pouvoir les traiter. Et
Et qu'est-ce que nous avons fait, nos stratégies? Nous avons mis l'accent sur la sensibilisation. La sensibilisation a mené toute personne qui est encore dans l'ignorance, vous m'excusez du terme, qui n'a pas encore fait son test d'aller se faire dépister. Parce que si nous n'amenons pas les gens à aller se faire dépister, je ne pense pas qu'on pourra atteindre les 3,95. Si nous les emmenons à aller se faire dépister, mis dans les soins avec un traitement au bout de 6 mois, ils sont indétectables. Et puisque qui dit femme, dit jeune fille qui sont en l'enquête, qui veut faire des enfants. Mais si tu n'es pas indétectable, tu ne pourras pas faire un enfant sans VIH. C'est cela que nous mettons l'accent sur l'éducation, l'observons surtout au traitement, pour le bien-être, soit pour elle-même, pour l'enfant qu'elle compte faire. Et nous partons dans tous les hameaux depuis 2009 à faire ces plaidoyers pour ces jeunes et pour ces femmes. Et à nos seins, grâce à 2021, voie essentielle arrivée, qui nous ont inclus le leadership. Nous avons formé à nos seins des jeunes filles, parce que c'est le père qui peut parler à son père. Ça veut dire que c'est les jeunes entre eux qui peuvent se comprendre, les adultes entre les adultes, et nous avons formé des mamans. Des mamans même que dans le passé, même quand elles se auto-stigmatisent pour dire que tel connaît mon statut. Mais avec voix essentielle, inculquer le leadership en elles, aujourd'hui, ces personnes témoignent à visage découvert. Et ces femmes aussi ont des enfants sans VIH. Pour vous dire que nous faisons beaucoup dans la communauté pour pouvoir soutenir nos sœurs et nos enfants. Très bien. Merci beaucoup, Josiane. C'est un bon aperçu du type d'activité que vous menez sur le terrain. Je pense que les questions d'accès à la santé et aux entrants, nous sommes tous calés dessus, mais il y a les questions de nutrition qui vont autour, même aussi d'autonomisation, de suivi des traitements qui sont laissés aux communautaires à gérer. Donc, merci beaucoup pour ça. Je veux revenir maintenant, on se tourne vers le futur. Nous sommes ici, l'éléphant dans la pièce, c'est la raréfaction des financements. Alors, moi, je voulais me demander vers le grand financier Nations Unies, jadis connu peut-être, mais toujours stay strong. Donc, je voulais savoir, on avait les objectifs de développement durable 2030. Bon, où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on peut vraiment se réorganiser, hein? Comment on peut travailler avec les politiques publiques, les gouvernements pour essayer d'atteindre toujours ces objectifs-là? Merci beaucoup. Encore une fois, je dois commencer par dire que c'est le rôle de mobilisation des ressources et mobilisation des partenaires, c'est ça le rôle fondamental des Nations Unies. Et nous restons absolument engagés à jouer ce rôle-là parce que c'est toujours demandé. Mobiliser les pays, mobiliser les décideurs et assurer que chaque décideur ait les informations dont ils ont besoin pour faire un bon plaidoyer et une bonne allocation des ressources pour les résultats. Donc, ça continue, ça reste notre engagement précieux. In terms of financing for adolescent girls and young women, we've heard from every panelist that adolescent girls and young women in sub-Saharan Africa are affected by deep-seated, interconnected crises, not isolated issues. And so these crises create incredible risk and vulnerability for HIV. And it creates a vicious cycle because the girl who is excluded from education, the girl who faces gender-based violence, the girl who does not have the skills or the opportunity to participate fully in the economy, this girl is already extremely at risk for HIV. But dropping out of school makes this so much worse. What is the solution that we propose? Again, learning through Education Plus, we know that a single sector is not going to be able to resolve all of the crises that make girls at risk. We need a multi-sectoral approach. We need the different sectors, education, health, gender,
social protection, justice, finance, labor, every single sector has to think about the girl and to invest in that girl. So we know that impact, a direct impact on the economy. We know that there's a direct impact on finances in the family when we fail our girls. The data from 10 countries participating in Education Plus has shown that there's a significant return on investment in girls. And if we invest correctly, we can reverse the costs that result from the absence of support. We can create a sustainable and healthy family and sustainable and healthy national economy if we protect the human capital represented by our girls and our young women. What we have learned is that if we have a holistic approach, a multi-sectoral approach to protecting girls and young women, we can prevent up to 335,000 new infections every year. 335,000 infections. What that represents is nearly 70 to 90% of new infections in young people every year. We can prevent teenage pregnancies and keep girls in school. We can keep girls fully in the economy. We can keep girls fully participating socially, but we have to invest in the girl. We have to protect through interventions to prevent gender-based violence, ensure communities fully understand their responsibility and take action to protect girls from violence. We can protect girls from early and child marriages that take girls out of the society and create additional risk. And we can prevent HIV-related deaths, nearly 70,000. The analysis that we did in these 10 countries showed that for every dollar that we invest in a girl, we can get back $10 through savings and increase in productivity. This was found in Uganda. In Kenya, the return on investment for every dollar was $24. We cannot afford as Africa to throw money away, to throw development opportunity away, because we're not investing in holistic responses for girls and young women. The savings from antiretroviral treatment can go back into families, into education, into development, but we must invest in these. In Kenya, up to $47 billion in economic value is gained when productive girls is protected. $47 billion. So what we're recommending is integration of sexual and reproductive health and rights, comprehensive sexual education, and mental health interventions in schools. We must ensure that our adolescents have access to holistic services that keep them healthy and able to participate. We're recommending, as all of the panelists, that every girl should be kept in school as long as possible and benefit from social protection investments that ensure that every girl, regardless of social economic status, can stay in school. We want to see cash transfers to communities, transport subsidies, nutritional support to keep girls in school and reduce the burden on families and the choice that they're making because they don't have support. We want to provide mentorship and skills for full financial participation and ensure inclusive education and community care. Thank you. Thank you so much. Alors pour ceux en français, on nous dit qu'on a un peu dépassé notre temps là, alors on va accélérer. Pour en français, c'est l'approche multisectorielle qui est vraiment recommandée. Il n'y a pas une solution pour défaire, en tout cas, tous les